Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Nietzsche écrivait « L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire ». Le rire, il en a fait sa matière première. C'est l'un des humoristes qui a explosé sur la scène française, notamment grâce à l'émission de Laurent Ruquier. On me demande qu'à en rire, mais c'est vraiment sur scène qu'il faut aller voir les artistes. Son tout nouveau spectacle au Café de la Gare s'appelle 040, un spectacle où il nous raconte sa vie, un spectacle où il s'engage surtout à arrêter de taper sur les femmes, sur la sienne et sur sa belle-mère. On verra s'il tient promesse. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP Olivier de Benoît. Olivier, bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Oh ben avec grand plaisir. Vous avez vu, je vous cite du Nietzsche d'entrée de jeu. Et là, Olivier se dit, où est-ce que j'ai mis les pieds? Voilà. Non, mais ça me fait penser à l'autre phrase qu'a citée d'ailleurs Bedos récemment, qui dit que le rire, c'est la politesse du désespoir. Oh, c'est joli. Mais c'est vrai que c'est plus les temps sont graves, plus les gens ont besoin de rire. Donc, et qu'est-ce qu'on rit en ce moment, dites donc? Ben voilà, qu'on n'a jamais autant ri en ce moment. C'est vrai que non, mais je le sens même dans les salles. Les gens, le niveau de rire, les gens ont un vrai besoin. Il y a une espèce de bouffée d'oxygène qu'on crée. Ouais, les gens sont un peu tristounes en ce moment, donc je pense que ça leur fait pas. Ils en ont besoin. Donc alors, qu'est-ce qui a changé ces dernières années pour que vous, au niveau de rire, vous puissiez faire une analyse sociologique de la société juste avec le rire des salles? Non, mais je sens c'est que. intéressant, ça. Non, mais je sens que les gens ont. Ouais, je pense que les gens, ouais, c'est un peu. C'est la sinistrose. C'est vrai que c'était. Depardieu, je sais pas, j'adore Depardieu parce que j'adore cette espèce de monstre à tous les niveaux, mais qui, avec cette franchise, etc. Et c'est vrai que il exprimait ça, cette espèce de tristesse les Français en ce moment sont un peu tristes. Et c'est vrai que on les assène en permanence d'infos, le déclassement de la France, les valeurs qui disparaissent. Les gens ont l'impression que, ou en tout cas, ils ont cette impression que tout va mal. Et donc, c'est vrai que quand ils ont besoin de se lâcher, tout d'un coup, de se revivifier, j'allais dire, c'est vrai qu'on en voit des humoristes ou des comédies populaires au Cinoche, etc. Ils ont besoin de retrouver cette énergie. Donc c'est vrai que mais je le ressens effectivement. Mais c'est vrai que nous on est dans les salles, par exemple, on voit à peu près, par exemple, quand on fait des vannes sur Hollande, on voit à peu près les moments où Hollande est plus apprécié que d'autres, c'est-à-dire que la vanne marche plus ou moins bien. Non, mais c'est vrai, on est vachement bon catalyseur de l'opinion publique. Ah ouais. Et vous vous sentez, Olivier de Benoît, quelque part, j'allais dire, attention, gros mot, mais une sorte de devoir en tant qu'humoriste, de devoir de faire rire, parce que c'est la mission que vous êtes fixée quelque part. Non, mais en fait, ce serait, c'était un plaisir. En fait, le devoir, ça devient, ça le deviendrait si on n'avait plus le droit de rire. D'accord. Alors une mission, alors peut-être. Une mission, en tout cas, une mission à partir du moment où je pense avoir le savoir-faire. C'est vrai que ce serait dommage de pas en faire profiter et de pas faire rire, quoi. Mais j'ai vu ça comme un plaisir absolu. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis issu d'une famille où on forme plus des généraux que des humoristes depuis 15 générations. C'est vrai que rien ne me prédestinait dans mon parcours, dans ma famille, à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, je ne vois pas ça même comme une mission, comme un devoir, je vois ça comme une espèce de cadeau du ciel, ouais. Parce que je ne crois pas que j'aurais souhaité être ailleurs, si on me proposait d'être ailleurs, à part votre place, parce que c'est une très belle émission. C'est vrai que je ne souhaiterais pas être ailleurs que sur scène, à faire rire les gens. C'est assez rare des gens qui peuvent dire, voilà, je fais exactement le métier que j'aime. Donc voilà, donc c'est vrai que suite à un parcours quand même assez chaotique, c'est vrai que voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas une mission, c'est pas une obligation, c'est juste un cadeau, un plaisir. Et à chaque fois que le public rit, c'est comme on est mal aimés, nous les artistes, les humoristes surtout, sont en général des gens qui ont besoin d'amour. Quand le public rit, il vous donne un peu d'amour. Et donc je pense qu'à la fin, on est rassasié. Donc comme il y a un manque, le lendemain, on a envie d'y retourner pour avoir un nouveau. C'est un cycle. On reparlera d'où vous venez, de votre enfance, un petit peu plus tard dans l'émission. Et juste avant qu'on reparle du spectacle, je voudrais rebondir là-dessus, Olivier. Pourquoi vous dites on est les mal aimés, nous les humoristes, alors qu'on a l'impression de l'extérieur, en tout cas, c'est un état. Vous vous sentez mal aimé, en permanence finalement, même quand on vous aime. Oui, je pense d'ailleurs que c'est un puissant fond, votre histoire. Oui, mais je pense que ceux qui montent sur scène pour les applaudissements, les rires, j'en suis certain, c'est une façon et ça n'a rien à voir avec votre vie de famille. Est-ce que vous êtes un père de famille comblé, marié, 3 enfants Malheureusement marié, mais c'est vrai que... mais c'est vrai, c'est autre chose, c'est une autre histoire, cet amour du public. Oui.
Oui, oui, alors je serais. Alors, je suis. C'est vous qui citez Nietzsche. Hein, donc, c'est assez. On va installer un divan. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je pense que c'est devenu une espèce de drogue. Donc, en fait, quand on dit le public a de la chance d'aller voir un spectacle d'humour et que c'est à de se marrer, en fait, c'est plutôt l'humoriste qui a de la chance d'avoir des gens qui l'écoutent et qui lui donnent autant. C'est pour ça que quand je vois des humoristes, par exemple, qui n'auraient plus besoin de travailler, je pense que Gad Elmaleh, par exemple, avec tout le patrimoine qu'il a depuis des années, du type n'a plus besoin d'aller sur scène. Pourquoi il y va? Pourquoi il se remet en danger? Parce qu'il en a besoin, parce que ça lui suffit, parce que tout l'argent du monde ne pourra pas valoir un rire. Mais c'est fou parce que cette phrase de Nietzsche, vous venez de me la faire comprendre différemment. Moi, quand je l'ai lu de mon point de vue de téléspectatrice, qui est notamment venue voir votre spectacle, l'homme souffre si profondément qu'il a dû s'inventer le rire. Je me suis placée dans le public en me disant « Ah oui, ça fait du bien d'aller rire toutes les 4 secondes. Allez, on va l'écouter Olivier de Benoît. » Et vous la transformez pour vous en disant « L'homme qui souffre, c'est moi. C'est Oui, celui oui. qui suis sur scène. » Ah, je pense, oui. Ah Je oui, pense c'est que drôle. d'ailleurs, en général, les humoristes dans la vie sont assez chiants. En tout cas, c'est ce que dit ma femme. Non, mais sérieusement, je crois que les humoristes... Vous êtes sinistre dans Non, la vie. mais blague à part, je crois Ouais. que les humoristes sont souvent assez lunatiques, parce que on imagine l'humoriste qui rentre chez lui, qui fait des vannes matin. Mais non, je crois que les humoristes aiment la solitude, aiment le... Voilà, c'est rare d'avoir des humoristes aussi survoltés dans la vie que sur scène. Voilà, c'est ça, c'est la scène qui va catalyser après Voilà. et l'humour et le talent. Voilà, ouais, je crois par exemple à Louis de Funès, je crois qu'il était dans la vie Oui, pareil. extrêmement réservé, qui taillait ses rosiers. Ouais. Je crois que Bourvil était un type charmant, mais je crois pas il avait sa ferme. Je crois qu'il avait en Normandie. C'est des gens qui sont pas du tout, qui à mon avis aimaient la solitude, la campagne, et pas Oui. du tout ils sont pas du tout dans Il y le a un show permanent. temps pour la fécondité, il y a un temps pour l'efficacité. Voilà, C'est comme ça que vous vivez les choses. voilà exactement. Je le dis bien. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis très surpris. Oui, parce je que- voyais ça dans oui, vos oui, yeux. parce que oui, tout à coup, je m'y attendais pas. Je me suis trompé d'émission. Ça doit être ça. Alors, on va parler de ce spectacle. Je vais vous avouer quelque chose. Allez, je vais vous le dire, Olivier de Benoît. Moi, je suis pas très bon public. J'aime bien, je vais sourire, mais j'avoue que pour me faire rire, il faut quand même se lever tôt. Et ben, en allant vous voir au Café de la Gare, je me suis levée tôt parce que je me suis... C'est gentil. Je vais pas dire ça autrement, mais poilée de A jusqu'à Z. C'est gentil. Alors, avec un spectacle où, alors vous avez ce rôle dans lequel on vous a connu, vous avez décidé, vous avez trouvé votre clown, comme on dit, qui est ce rôle du misogyne. Et souvent, vos précédents spectacles, notamment en Très au débit ou dans Très au débit, c'était ma belle-mère me dit, et ce rôle, mais il vous va à merveille. Mais comment on le trouve, son clown, en fait? Je sais pas, je pense que il est venu progressivement, mais c'est avec Ruquier, je crois, avec l'émission de Demande qu'à en Oui. rire. Donc, vous aviez fait le tout premier sketch de la toute première émission. Oui. Et en fait, c'est On vrai appelle que... ça essuyer les plâtres. Hein. Ouais, mais j'ai pas été déçu Ouais. d'avoir fait cette première émission parce que j'en ai fait 70 derrière et je serais pas assis là si j'avais pas fait cette Oui, c'est émission. vous qui avez totalisé le plus de passages avec Voilà, Ferrari. exactement. Ouais, ouais. Et en fait, c'est vrai que j'ai commencé à parler de ma femme et c'est vrai que ça faisait tellement rire. En fait, je pense que c'est vrai que c'est horrible ce que je vais dire, mais en même temps, je pense qu'il y a une forme de fausse sincérité quand je parle de ma femme, parce que je suis marié, parce que je suis très heureux en couple, etc. Et que je suis avec mes enfants. Bon. Et c'est parce que, je veux dire, un type qui n'est pas marié pourrait pas faire ce sketch. Quand je dis ma femme m'a dit, il y a une telle sincérité au fond de moi-même quand je parle quand j'ai dit avec ma femme qu'elle pouvait se baigner avec les requins parce que les requins savent bien que manger trop gras est mauvais pour la santé. Je pense que je le dis avec une sincérité qui fait que le public se marre. Si j'étais vu à la ville comme Un vrai macho. un vrai macho ou un coureur de jupons, je pense que Ça passerait pas. Ça marcherait pas du tout. Ouais. Mais les gens savent. Et quand ils arrivent, ils savent que je suis marié, ils savent que donc ils savent que c'est pour déconner, etc., etc. C'est pour ça aussi que je pense que ça joue beaucoup. Si j'étais célibataire, je ne crois pas que ce spectacle marcherait. Est-ce que en fait, ça fait autant rire parce qu'il n'y a aucune ambiguïté. Et puis, On sait d'où vous parlez. voilà. C'est pour ça aussi que ça fait rire. Et puis il y a aussi autre chose qui me favorise. C'est là, c'est un lien avec mon éducation. C'est que cette éducation aristo, cette espèce de façon de parler, de cette tenue, etc., fait que il y a un côté gendre idéal qui fait que c'est un peu tout ce qu'on me dit à chaque fois, c'est que je peux pas aller très loin
Et là où d'autres ne pourraient pas aller aussi loin parce que justement, j'ai une façon de le dire et De l'amener, oui. de l'amener qui fait que dit par un autre, ce serait misogyne, ce serait et moi, ça fait rire. On va vous regarder sur scène, on a un extrait de votre spectacle actuel, 040, donc, qui joue au Café de la Gare jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux fêtes de Noël, 31 décembre, voilà, et qui après partira en tournée, je voudrais rassurer tous les gens qui habitent dans le reste de la France. Oui, c'est 80 dates de janvier à juin, et après il y aura encore une deuxième salve, donc c'est vraiment, moi, je joue à Paris parce que, pour montrer le spectacle, et quand il est fait et quand il est bon, je pars en province, contrairement. La plupart des gens vont rôder en province. Voilà, et une fois que c'est bon, ils viennent à Paris. Ouais. Moi, je fais le contraire parce que j'ai trop de respect pour la province pour amener quelque chose Monsieur qui ne soit pas est de complet. Reims, Voilà. c'est pour ça. Alors, on va regarder un extrait où vous parlez d'enfants. Voilà, c'est de l'humour. Hein. Oui. En ce moment, j'en ai marre des enfants. Alors, c'est politiquement incorrect ce que je vous raconte, mais j'en ai marre des enfants. Du coup, j'ai des pensées improbables. Voilà. Tiens, l'autre jour, j'ai perdu mes enfants dans un supermarché pendant 1 heure. Ben, je me suis entendu dire, les enfants, c'est comme les clés. Quand tu les perds, t'es embêté, puis après tu dis, oh, c'est pas grave, j'en referai d'autres. À un moment, j'en avais tellement marre des enfants que quand les miens ont été mis dans des chambres séparées, je me suis entendu dire, oh, je suis devenu écolo, pour la première fois, je trie mes déchets. Oh, non. Je dis, en ce moment, j'ai des pensées improbables. Ça arrive récemment. Tiens, récemment, un ami m'a dit, je trouve ça honteux, ces histoires de personnes qui vendent leurs enfants pour quelques centaines d'euros. Je lui dis, t'as raison, ça a tué le marché. Voilà, et tout le spectacle est à l'avenant. C'est vrai que c'est un spectacle où vous traitez pas mal de sujets. Il y a un petit peu... Alors, vous racontez votre vie, parce que le but, c'est de raconter votre vie de 0 à 40. Sauf qu'elle n'a pas tellement d'intérêt en tant que telle. C'est pour ça que je Il y a- la... Il y a des divergences, on va dire. des digressions. Des digressions, pardon. Parce qu'en fait, c'est vrai, au début, je me suis dit, tiens, je vais raconter les spectacles précédents. J'ai c'est le troisième spectacle, un peu Oui. comme mes 3 enfants. Donc là, c'est parce qu'en fait, c'est vrai que les... Un enfant, un spectacle, Non, mais en d'accord. fait, un one-man show, j'ai découvert ça, en fait, c'est un peu comme un autre bébé. C'est-à-dire qu'on le voit grandir, on s'en occupe. Contrairement à une pièce de théâtre qui est assez figée. Une pièce de théâtre, elle est écrite, après on la joue. Mais one-man show, il est différent tous les soirs. On en rajoute, on enlève, on truc machin. Donc on le fait grandir. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a une analogie avec un enfant. Je trouve que c'est voilà. Et c'est vrai que j'avais fait 2 spectacles sur les rapports hommes-femmes, fournisseurs d'excès très très haut débit encore avant. Ouais. Et là, je me suis dit, j'avais une cartouche, parce que comme j'avais jamais parlé de moi, j'ai une cartouche, je dis, je vais raconter ma vie de 0 à 40 ans. Et puis j'ai commencé à vouloir écrire et je n'ai jamais réussi à écrire une ligne sur ce que j'avais vécu parce que ça n'avait absolument aucun intérêt. Mais vraiment, je suis devenu, et ça m'a déprimé à tel point, je me suis dit, mais je vais essayer de trouver des trucs qui sont drôles et rien. Et donc c'est pour ça qu'évidemment, la vie que je raconte est une... Et puis en plus, c'est vrai que chez les aristos, on se raconte rarement. On n'a pas le. J'ai pas été élevé avec cette idée qu'on de raconter des histoires de famille. C'est pas un truc qui me viendrait jamais à l'esprit de parler de. Voilà, je me verrais pas me mettre en scène, mettre ma famille en scène sans leur accord. Et ça m'intéresserait pas même parce que c'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Donc c'est pour ça que c'est le 0,40 de tout le monde. Oui. Avec des digressions de côté politique aussi. Voilà, c'est-à-dire que c'est très, pour moi, un bon one-man show, c'est l'art de la rupture. C'est-à-dire que il faut malmener le public, le surprendre, et donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de pastilles. Je vais dire que ce soit voilà 0-15 ans avec tous les objets que je retrouve dans ma chambre d'ado, le bac, l'avocat, la carrière, mes enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au bout de 3-4 minutes, paf, quand on a compris, on va ailleurs. Et il faut que le public en permanence. C'est beaucoup une question de rythme, en réalité, le rire. Rupture. Déjà, quand on rit, oui. nous, c'est le corps qui prend un certain rythme différemment. Et j'imagine que vous devez adapter votre rythme scénique aussi. Oui. Ça doit être un apprentissage, ça. Oui, c'est à l'oreille, en fait. Ouais. C'est-à-dire, une vanne, pour qu'une vanne marche, avoir le bon rythme, c'est une musique. Je crois que ça s'apprend pas. Je crois que c'est le seul métier avec la pilote de ligne où c'est seul les heures de vol qui vous aguerrissent. Ouais. Et c'est vrai que moi, je pense, j'ai
payé pendant 8 ans pour jouer. C'est-à-dire que j'ai joué énormément. Il faut l'expliquer ça, parce que les gens ne savent pas forcément comment démarre un humoriste. C'est-à-dire J'ai qu'effectivement, payé pendant 8 ans, c'est-à-dire que vous deviez payer vos salles. oui. Voilà. C'est-à-dire que pendant 8 ans, parce qu'en fait la salle, c'est assez rare que la salle dise quand vous n'êtes pas connu, dit super, viens et puis on va partager la recette en Ouais. deux. Ça existe. Non, c'est la salle a un prix, il faut que tu communiques et moi je te la loue un peu comme on loue un appart. Donc en général, comme le nombre de spectateurs n'est pas suffisant pour rembourser On y va de sa la poche. location, on y va de sa poche et c'est comme ça qu'on avance. Heureusement que madame travaille. Alors moi non parce que j'étais magicien. Oui, vous étiez magicien, donc oui, en fait c'est je vrai. gagnais ma vie et avec l'argent que je gagnais en tant que magicien dans l'événementiel, Ouais. je finançais mes expéditions. C'est vrai que c'est là où je me suis dit que donc j'ai mis 10 ans avant de commencer à remplir les 10 ans salles. de galère ou pas? Vous dites galère oui, ou vous dites pas oui, galère, oui, Olivier oui, Benoît? bien sûr. Galère. Évidemment. Oui, oui. Et alors c'est marrant parce que c'est un sujet qui a un lien avec la foi, comme on est une émission catholique, que j'ai dans une chaîne catholique. C'est vrai que j'ai joué à Avignon, je le raconte dans le spectacle, j'ai joué à Avignon devant une personne, Oui, une personne. qui au bout de 30 minutes part Par au milieu du par spectacle. du spectacle. Donc je dis en rigolant, évidemment que j'ai pas fait de rappel par orgueil. Et c'est vrai que non mais je me suis dit à l'époque, qu'est-ce qui fait que on continue à tracter dans Avignon, il fait 40 degrés pour avoir des gens le lendemain. 28, 29 ans, je fais 50 droits, je pourrais devenir avocat ou conseiller juridique ou je sais pas quoi, fiscaliste, gagner ma vie plus qu'honorablement. Qu'est-ce qui fait que seul, il n'y a personne dans la salle, personne qui croit une seconde à mon talent, à un quelconque succès à venir? Qu'est-ce qui fait qu'on repart et on repart tracté alors que aucun élément extérieur nous milite pour continuer? Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que la foi. La foi, c'est pas une foi religieuse, mais je pense que c'est le même phénomène. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Envers fait... et contre tout, j'y crois. Ouais, c'est-à-dire pourquoi il n'y a aucun signe extérieur. C'est facile d'y croire aujourd'hui. Pour moi, je viens de faire 3 spectacles, il fait 200 000 personnes à chaque fois, les salles sont pleines. Je veux dire, c'est quand même assez facile d'y croire. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui fait, pourquoi on y croit alors que on ne devrait pas y croire? Et c'est cette foi-là que j'ai touché de cette foi-là. J'ai compris que et puis ceux qui arrêtent, parce que j'ai des copains qui étaient artistes, comédiens qui ont arrêté à 30 ans, ils n'avaient plus la foi parce que tout d'un coup ils n'y croyaient plus. Parce qu'on se fatigue, on Parce s'use que aussi. oui, et on n'y croit plus. Et donc voilà, donc là encore, on revient toujours à ce phénomène de foi. Et j'ai trouvé ça, et donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. On va repartir en arrière. Vous avez cité 2 fois le mot aristo, mais les gens ne savent pas forcément d'où vous venez. Vous pouvez nous dire une fois votre nom en entier? C'est Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Gentissart. Voilà, c'est très classe, Olivier. C'est absolument classe. Voilà. D'où vient votre famille? Non, Dans c'est quel en fait, contexte? on est français et le Gentissart est une baronnie qu'on a obtenue en Belgique, qui est Gentissart qui existe, qui est un hameau et voilà donc voilà donc c'est une baronnie. Je suis français et voilà. Mais né dans un certain style de famille. Voilà. Alors expliquez-nous, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes le numéro 3 d'une Donc, fratrie déjà, entièrement quand on dit composée de aristo, on frères. pense tout de suite famille nombreuse. C'est-à-dire que donc j'ai 6 frères. C'est effectivement à chaque fois chez mes oncles de chaque côté, il y en a aussi un certain nombre. J'ai 35 cousins d'un côté, une trentaine de l'autre aussi. Donc chacun. Donc c'est des fêtes de famille à chaque fois. C'est des mariages à 400 ou 500. C'est des fêtes de famille. C'est vrai que c'est un style. En tout cas, c'est on repère entre guillemets les aristos, c'est déjà au nombre d'enfants. Et donc voilà, non mais Et votre enfance, elle a ressemblé à quoi? ben moi très heureuse, très heureuse. Avec du recul, j'ai eu énormément de chance. On habitait dans une énorme maison dans un village à côté de Reims de 40 habitants. Mais quand je dis énorme, il y avait, je crois, 12 chambres, parce que c'est une espèce de château refait, qui était détruit par la guerre 14-18. Et donc, nous, on a la vie rêvée, c'est-à-dire qu'on revient. Donc, j'étais chez les Jésuites à Reims, à Saint-Joseph, qui est une école non mixte. Donc, c'est pour ça que, même si en première année, comprendra peut-être que si j'ai commencé à traiter des femmes, etc., c'est que entre mes frères,
cette école non mixte, j'étais dans un environnement Complètement masculin, masculin. et le scoutisme, etc. Machin, et non, mais j'avais une chance incroyable. Je rentrais chez moi. Scoutisme aussi? Oui, oui. Europe? Alors j'ai fait les Suif? deux. J'ai fait les deux. Mais c'est vrai que j'allais à Reims, j'allais à la campagne, donc le soir on revenait en voiture et on arrivait. Donc là où d'autres enfants, moi les miens à Paris, font leurs devoirs, nous on faisait du foot et on faisait du vélo. Donc on était dans la nature jusqu'à l'âge de 16 ans. J'étais à la ville à 16 ans, donc de 0 à 16, j'ai vécu à la campagne dans un village. Et c'est vrai que c'est incroyable. Mais Donc, c'est aussi l'apprentissage de la liberté, oui. la campagne. Oui, c'est-à-dire que moi, mes meilleurs souvenirs, c'est dans les ballots de paille, la ferme d'à côté, Je crois chercher qu'on a des les œufs, mêmes. d'aller chercher des œufs, aller À la ferme d'à côté. Voilà, c'est-à-dire qu'on était. Oui, c'est-à-dire que le maraîcher, un type qui avait un champ à côté, qui nous apportait les légumes, et les fruits, etc., qui venaient de sortir de la terre, qui posait à côté de. Non, c'est une autre vie. Donc moi, j'ai été très heureux, très heureux. Mais vous étiez déjà un petit rigolo à l'époque ou Non, oui. pas du tout? Oui, oui. Je pense que j'ai longtemps, et ça a été longtemps mon seul public, c'était ma famille. Donc, mais Oui. mine de rien, ça fait quand même 8 personnes. Mhm. Et donc, j'ai eu longtemps, ça a été, longtemps, ils ont été plus nombreux que dans les tas dans lesquels j'ai joué. Donc, j'ai eu plus d'audience jeune que quand j'ai commencé. Donc, ouais, non, mais bon, les familles nombreuses, c'est quand même là aussi c'est quelque chose qui est partagé par tous les gens qui ont une famille nombreuse. C'est quand même très drôle. C'est-à-dire que c'est un bordel permanent. Et comme il y a toujours plus à table parce qu'il y a toujours des copains, les trucs. C'est-à-dire que le nombre attire le nombre, et donc en fait, il y a toujours du monde qui est là. Donc on vit c'est une forme de communauté, et ça sociabilise. Et donc oui. Et puis moi j'ai eu de la chance, j'étais le numéro 3 dans ma famille, donc c'est une très bonne place. Oui, parce que les deux aînés vont déjà faire plaisir à papa et maman, et vous derrière, vous n'êtes pas obligés. L'aîné ouvre les portes, donc lui c'est extrêmement ingrat, c'est très dur, je trouve, l'aîné. Il ouvre les portes, on lui donne des responsabilités, c'est lui qui donne l'exemple, etc. Donc c'est chiant. Le deuxième, les parents, comme les parents ont stressé pour le premier, ils s'aperçoivent que c'est pas si compliqué le deuxième, ils en ont rien à foutre. Donc en fait, ils le mettent dans le sillon du premier. Et le troisième, il a les deux premiers qui sont un peu comme deux remparts. Oui, c'est ça. Donc il avance protégé, comme les légions romaines. On a deux. Voilà. Donc on est très loin, et donc en fait, on est plus sûr que ça crée une forme d'assurance. Et pourtant, vous nous disiez que vous avez fait 5 ans de droit. D'ailleurs, il y a un sketch dans le spectacle où on se dit, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Non, j'ai jamais vous été avez avocat. fait une plaidoirie. Non, mais j'ai jamais été avocat. Non, j'ai jamais été avocat, mais j'ai commencé je fais 5 ans de droit à Malakoff. D'ailleurs, j'étais à Paris 11, et après j'ai commencé une thèse sur la protection juridique des tours de magie. Parce qu'en fait, le problème que j'avais, c'est que c'était vachement difficile pour moi. J'avais envie, au fond de moi, D'être sur scène. d'être sur scène. Alors, plutôt avec la magie au départ. Plutôt avec lui, puis au début des castings pour de la pub, des trucs, des machins, j'avais plus envie de faire ça. Mais je n'arrivais pas, j'avais pas le courage. Le feu j'étais trop sacré lâche. était Et là. mais j'avais pas, pour moi, c'était l'inconnu. Puis j'imagine que vos parents vous ont pas poussé vers Ils m'ont pas vers ça. poussé, ils m'ont pas empêché, mais c'est vrai que j'avais aucun repère. C'est vrai que c'était compliqué, donc j'ai mis beaucoup de temps. Et donc je pense que en commençant une thèse qui était censée éventuellement me permettre d'être avocat, parce que j'ai planté l'école du barreau, c'était une façon d'avoir 3 ans devant moi pour me dire, bon, au cas où je continue. Et puis finalement, je l'ai mis entre parenthèses très vite. La thèse, entre parenthèses, voilà, c'est très joli exactement, ça oui, comme jeu de mots. Et après, j'ai commencé les castings pub, et là, les castings pub, et là, c'était très drôle. Après coup, ça a été très drôle. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai fait un casting assez vite où j'ai été pris. Donc je me suis dit, en fait, j'ai une tête de star. La caméra m'aime bien. J'ai fait la pub Knorr. Knorr, j'adore. Oui. La soupe de 8 légumes. Il y en a une différente toutes les 3 semaines. Et c'est vrai que c'est là où j'ai vu le monde de la pub extraordinaire. C'est que le type qui réalisait la pub, 3 mois après, devait réaliser la pub pour le Camembert président. Et donc, comme il avait bien aimé mon travail, il a appelé les agents de pub en disant, je voudrais un comédien style Olivier de Benoît. Alors, mon agence artistique m'a appelé. Non, on cherche un comédien style Olivier de Benoît. Est-ce que tu veux faire le casting? Donc déjà, c'est complètement ubuesque. Donc j'ai été en option avec un autre et j'ai pas été pris. Ah, ils ont pris l'autre qui était style Olivier de Benoît. Oui, parce que j'ai appelé pour savoir pourquoi. Il m'a dit parce que l'autre avait plus ce style Olivier de Benoît que toi. D'accord. Donc là, j'ai compris que c'était un milieu, il allait falloir s'adapter. Bienvenue dans le showbiz. Non, c'est vraiment ça. Et à quel moment on se dit, on s'autorise, parce que je pense que ce que vous dites, Olivier, parle à beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous écoutent, tous ces gens qui n'osent pas franchir le pas d'une autre vie, quelle qu'elle soit. À quel moment vous vous autorisez intérieurement à se dire,
allez, tente ta chance, mon gars, quoi. Bah, c'est à peu près à ce moment-là, je pense. Mais quel est le déclic? Le déclic, c'est... Quel est le déclic qu'ils se disent, allez, j'ai fait 50 droits, je mets tout ça à la poubelle, même si évidemment, quelque part, ça vous a fondé, et je passe à un truc complètement incertain, où je vais crever de faim, où je vais galérer. Je pense qu'il y a l'insouciance aussi des 25-26 ans. Ouais. On a l'impression qu'on... J'ai pas... Ah si, si... c'est vrai que ça me fait penser à un truc, je l'avais complètement oublié, mais ça va vous parler parce que ça ressemble à... En fait, comme je ne savais pas, j'hésitais entre les deux voies, artistiques ou juridiques, hallucinant. Donc, de temps en temps, j'avais des moments où je me disais, bon, ouais, si ça marche, je réussis, je fais humoriste, que je fais comédien. Si ça marche pas, je fais jury toute ma vie. Et un jour, je fais dans un truc qui marche plus, qui n'existe plus, qui s'appelle Le Soleil de minuit. Ils avaient fait une audition parce que je fais de la magie. Ils faisaient une audition avec 5 ou 6 pour être le magicien d'une espèce de cabaret sordide qui était là-bas. Et je fais et je me dis, si je réussis ce casting, je deviens comédien. Si je réussis pas, j'arrête. Et je deviens. C'est incroyable de laisser cette décision sur un truc à 2 balles, etc. Je suis le dernier à l'audition, donc ils me classent dernier tellement c'était mauvais. Et ils savent tellement pas quoi me dire. Ils disaient un mot gentil à chacun. Ils savent tellement pas quoi me dire. Ils disaient bien habillé. Ils disent que vous êtes bien habillé. Oui, je suis bien habillé. Et donc, je me souviens que plusieurs fois, j'ai tenté de me dire bon, si ça. Pour essayer que ce soit le destin, que ce soit les autres qui fassent ce choix-là. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué. C'est venu progressivement. Et puis, quand je gagnais ma vie comme magicien, eh bien, à partir du moment où on gagne sa vie, on se pose moins de questions. Et voilà. Mais c'est vrai que je suis tellement heureux d'avoir fait ce choix-là que si un jour, je milite pour que les gens, effectivement, surtout, ce que je trouve horrible, et c'est tous les jeunes qui nous écoutent. C'est vrai que, en fait, on choisit très peu sa vie. C'est-à-dire qu'à 17-18 ans, moi, j'ai commencé à faire des études de droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a dit que je parlais bien et que je voulais au début faire une école d'ingénieur, mais j'étais pas assez bon. Une école de commerce, mais je me suis dit pourquoi? Et puis finalement, droit, bah tiens, tu parles bien. Donc on a fait le choix pour moi, j'étais tranquille. Il parle bien, il fera avocat. Donc je fais mon droit. Mais j'avais jamais rêvé dans ma chambre, il y a des livres d'avocats. Donc on fait son droit, après on devient avocat, on ne sait toujours pas pourquoi on est devenu avocat. On se marie parce qu'on est avec une fille, à un moment donné, on a la pression. La fille vous dit, soit tu te maries avec moi, soit je me casse. Donc on se marie, et puis on ne sait pas trop pourquoi. Et puis après, à un moment donné, on finit par, voilà, tout d'un coup, emmagasiner un certain nombre de choses qu'on n'a pas choisies. Et puis à 40 ans, souvent c'est la crise de la quarantaine, les gens jettent tout parce qu'ils ont l'impression que c'est une vie que d'autres ont choisie. Donc c'est vrai que je milite à fond pour que les gens... c'est vrai que c'est très cruel cette terminale où tout d'un coup on dit aux jeunes, bon ben tu vas choisir un métier qui sera un métier que tu feras jusqu'à la fin de tes jours, c'est sordide, je trouve. Ah, il faut avoir le courage ou le discernement peut-être, ou des gens qui nous aident à discerner aussi à un moment voilà. Ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça que le 0-40, je parle de la crise de la quarantaine, même si je l'aborde très très peu, mais c'est un thème qui m'amusait parce que c'est une crise d'ado pour 40 ans, pour l'âge adulte, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais dit non et qui un jour, à 40 ans, se réveillent et disent non. Il y en a beaucoup. Et oui, mais je sais, mais c'est pour ça que On est dans la vraie vie là. Oui. Ouais, on est dans la vraie vie. Oui, mais... Olivier, je vous ai demandé de venir avec une citation. On va commencer par la citation. Justement, c'est marrant parce que c'est exactement, pour faire écho à ce que je disais juste avant, c'est une phrase qui dit que 40 ans est un âge terrible parce que c'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes. Oh, je la connais cette phrase. C'est de Peggy. De qui c'est? C'est Peggy. De Peggy, voilà. Ah oui. Et en fait, tout à l'heure, avant l'émission, je vous voyais passer un coup de fil et j'appelais parce que on est assez attaché à la généalogie de notre famille, à ce qu'on ont pu faire. Et mon arrière-grand-père, le général de Mainbray, qui a combattu en 14-18 et qui était sur le front à côté de Soissons, avait sous ses ordres Peggy et qui est mort en 14 à Villeroy. Donc voilà, donc c'est-à-dire que c'est un écho que je découvre en même temps parce que cette phrase que
que j'aime beaucoup, je ne savais pas qu'elle était lieu. Voilà. Et je trouve que cette phrase, qui fait écho aussi à une autre phrase que j'aime beaucoup, qui est un proverbe amérindien, qui dit que la vie commence à 43 ans. Donc, vous avez encore de la marge, et moi aussi. Et on n'est pas encore nés. On est de la même année, de 74 tous les deux. C'est pour ça que Il vous nous avez de la reste une marge, moi année. aussi. Non, mais parce que ça veut dire qu'on n'est pas encore nés, on a encore de la marge, puisqu'on n'est pas encore nés. Mais c'est vrai que c'est un peu la même phrase, je trouve. C'est-à-dire qu'à 40 ans, on sait qui nous sommes. On devient ce que nous... C'est-à-dire que... on sait ce qui nous emmerde, on sait ce qu'on veut plus faire, on sait les gens qu'on veut plus voir. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains qui ne veulent plus être ce qu'ils sont font une crise. Parce que voilà, justement, voilà. Et donc moi, je me suis, à 40 ans, je n'ai jamais été aussi bien. Parce que je suis devenu ce que je suis. C'est-à-dire, voilà, je suis très content de ce que je fais. Et donc, je ne suis pas forcément en demande, je profite de ce que je suis. Dans un spectacle précédent, il y avait un sketch qui, moi, m'a vraiment fait beaucoup rire. C'est une affaire très grave qui s'est passée au Vatican, une lettre qui a été volée, que vous avez, par un hasard incroyable, retrouvée. Et c'est une lettre de Dieu qui s'excuse auprès des hommes d'avoir créé la femme. Et je l'ai regardé encore hier soir, ce sketch, pour me le remettre en tête. Et j'ai autant rigolé que quand j'avais vu la première fois. Vous faites, enfin, Dieu, c'est quand même pas beaucoup votre matière première en termes d'humoriste. Vous avez d'abord quel rattachement par rapport à la foi, parce que vous avez été élevé. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Très classique, catholique. Je suis baptisé, communié. Voilà, je suis pratiquant, même si je manque de temps en temps à ces devoirs. C'est une vraie réalité dans votre vie. Oui, mais c'est pas. Oui. Après. Oui, je trouve que c'est une religion qui me convient tout à fait. C'est une, voilà, les valeurs, les valeurs de partage, voilà, c'est une religion de tolérance, de vivre ensemble, qui me convient très bien. C'est un mot un peu dangereux en ce moment, ça. Non, de vivre ensemble. Non, mais c'est justement très utilisé. Oui, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est de pardon, il y a toutes les valeurs auxquelles j'adhère complètement. Je suis un peu malheureux que cette religion catholique soit aussi aujourd'hui décriée, avec ses raccourcis. Dès que quelqu'un manque d'arguments, il va dire qu'il n'y a que des prêtres pédophiles. Je trouve que c'est absolument sordide. Voilà, moi, je n'ai rencontré que des prêtres géniaux. Vos jésuites, ça s'était bien passé. C'était formidable. Oui, c'était des belles années. Oui. Le pragmatisme des jésuites, on nous a fait grandir, notre frère. Oui, donc loin de, en général, quand on fait sa crise d'ado, qu'on rejette les valeurs. Donc j'aurais pu rejeter cette religion comme certains peuvent le faire à un moment donné, mais au contraire. Donc je suis très content de dire. Rechoisi en fait. Ouais, moi je suis très content de le dire. Je fais pas de prosélytisme. C'est pas quelque chose que je mets en avant puisque c'est du domaine privé. Mais je suis très content de pouvoir le dire. Mais quand avec vos amis humoristes, comédiens, en tout cas de ce milieu-là, la discussion peut tourner vers la chose religieuse. Enfin, c'est facile d'en témoigner ou c'est bien entendu, c'est bien reçu. Non, j'en ai jamais parlé parce que je dis ça reste dans la sphère privée. Ça m'intéresse pas voilà, c'est personnel. Mais j'en parle pas avec mes amis humoristes. On parle audience, on parle remplissage de salle et on parle vanne et qualité de vanne. D'accord. Donc on parle. Non, c'est vrai que. Non, c'est dommage que cette religion catholique soit pas plus, soit accompagnée parfois de valeurs fausses. C'est vrai qu'on imagine les églises, on a l'image des églises vides avec quelques vieux, comme si c'était tout d'un coup une espèce de religion d'un autre âge, très lointain. Mais les gens qui imaginent ça, c'est parce qu'ils sont pas le dimanche là pour le voir. Non, mais voilà, mais je dis par là, c'est que et pourtant les gens se battent, tous les élus, droite comme de gauche, qui peuvent se battre et même pour voir le pape. Ils font des pieds et des mains par derrière pour avoir une photo avec le pape parce que c'est le Graal absolu. C'est marrant c'est un peu schizophrène, donc voilà. Vous l'avez déjà rencontré, vous, le pape Non. Il m'avait demandé
Et non, je déconne. Non, mais, non, mais... Vous alliez me dire que vous aviez refusé. non, parce que j'avais un Drucker. Je devais faire J'avoue que l'émission j'avais chez Drucker. Excusez-moi, j'avais Drucker. J'avais le truc. Faut vite Il fallait que je choisir. fasse un sketch pour Drucker. Non, j'ai vu, le pape Jean-Paul II à Paray-le-Monial. Il y a de ça, je sais pas, 25 ans. Ouais. Après, j'ai vu, et en 97, donc Au JMJ. au JMJ à Bagatelle. Vous y étiez, ouais. J'y étais. Et puis après, j'ai eu la chance de voir. J'ai jamais vu le pape François, mais Benoît XVI, vous avez vu? Benoît XVI. Alors, il est venu il y a 4 ans à Paris. Oui. 4 ans, 5 ans. Ouais. Et c'est chose incroyable. J'ai voulu y aller avec mes enfants et on s'était planté. Donc, on était on était rive droite à l'angle du Louvre. Et donc, il n'y avait personne. On s'est rendu compte qu'on s'était trompé de côté. Et chose miraculeuse, pour des histoires de sécurité, ils ont finalement fait passer le pape de ce côté-là. Et donc, je me suis retrouvé Les seuls avec mes à voir enfants. le Je vous pape. jure que c'est vrai. Seul. Avec la papa mobile qui passe, et donc voilà. Donc, mais bon, et ce pape François est un pape formidable, et je suis absolument ravi qu'il nous représente. Ouais. Oui, je trouve que c'est un. Et si on vous propose de le rencontrer, vous Ah ben je vous serais trouverez ravi, je serais ravi. Mais comme beaucoup de gens se retrouvent dans ce pape qui dépote. Il est formidable. Ouais. Et est-ce que vous avez dans l'univers des personnes, que ce soit des saints ou des gens qu'on estime, il y a un personnage qui vous parle particulièrement chez les chrétiens, que vous avez observé, alors quelqu'un de mort ou de vivant, hein, je ne sais pas. Mais... Moi, j'aimais beaucoup Sœur Emmanuel, mais c'est un peu un cliché parce que c'est un peu ce. Parce qu'on l'aimait tous. Voilà, parce que je l'avais vu une fois. Je En me vrai souviens. En vrai, oui, mais c'est pour le pape. Je crois que c'était Jean-Paul II qui était descendu à côté de Reims sur une base aérienne. Il a fait une messe et je m'occupais de la sécurité. C'était à 15 ans. Si j'aurais 15-20 et je me souviens que cette femme, cette sœur Emmanuelle, donc j'ai eu l'occasion de la saluer, de l'accompagner parce que pour qu'elle se rapproche de la scène. Et non, j'adore. En fait, j'ai pas de particulière, non, mais j'adore ces exemples de femmes modernes, aussi modernes, dans l'Église. Merci en tout cas d'avoir accepté d'en parler avec nous, parce que c'est pas, comme vous dites, vous n'avez pas beaucoup parlé de cette chose qui est tellement personnelle. Non, mais parce qu'en plus, en aucun cas, c'est vrai que ça me dérange absolument pas d'en parler, mais je n'en fais pas c'est pas quelque chose qui me, c'est pas voilà, c'est un fait, mais c'est pas quelque chose. C'est pas parce que les gens vont pas venir parce que bien sûr. Voilà. Non, bien sûr que non. En tout cas, c'est quelque chose que vous vivez en famille aussi, visiblement. Voilà. Partagez en famille. Exactement. On va revenir au rire et à l'humour. Je ne sais pas si vous avez pris le temps, parce qu'entre 10 années de galère, puis 10 années où d'un seul coup ça explose, il faut assurer aussi, et produire du sketch, et puis remplir les salles. Est-ce que vous avez eu le temps de vous renseigner vraiment sur comment les philosophes voyaient le rire, comment la fonction sociale du rire et tout ça? C'est des choses sur lesquelles vous êtes renseigné ou pas trop? Non, je pense à cette par rapport à la façon de disséquer le rire, c'était quand on disait pour savoir comment marche le rire, c'est comme disséquer une grenouille. On comprend, mais ça marche plus. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que moi tous ceux qui essayent de théoriser sur le rire, etc. Déjà, je crois qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une émission de télé, vous avez plusieurs humoristes autour d'une table. Je crois que ça peut devenir la pire émission du monde quand vous leur demandez de parler du rire. Alors, je voulais juste, moi, parce que vous m'avez apporté votre citation, mais je ne vous ai pas apporté la mienne, hein, en plus de Nietzsche. C'est une citation de Victor Hugo. Ouais. Je me suis dit, tiens, Victor Hugo s'est penché sur ce thème-là. Et il disait que faire rire, c'est faire oublier quel bienfait sur la terre qu'un distributeur d'oubli. Ouais. Et je vous annonce que vous êtes un distributeur d'oubli, Olivier de Benoît. Humoriste populaire à texte, c'est sûr, mais distributeur d'oubli. C'est pas mal. Mais c'est vrai, il a raison. Parce que c'est vrai que pendant 1h30, quand les gens viennent voir un spectacle et se marrer, ils oublient tout pendant 1h30. On vient rire pour pas pleurer, quelque part. Mais c'est pour ça que c'était la poésie du désespoir dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que les gens, quand ils viennent se marrer pendant 1h30, c'est la phrase qui le répète le plus après, quand ils sont bien marrés, j'ai oublié mes soucis. Oui. Voilà. Donc on débranche la prise pendant 1h30. Donc je trouve que la formule est parfaite. Elle résume exactement ce pourquoi on fait ce métier. C'est pour ça que j'évite, dans les one-man shows que je fais, d'être donneur de leçons, de culpabiliser le public. Voilà,
sur des thèmes généraux, les problèmes de la France, etc. Donc moi, je tiens beaucoup à ce que les gens sortent de tout ça pendant 1 heure et demie. Donc vraiment, c'est là où je fais du divertissement, que je ne suis pas polémiste, ou je suis pas. Voilà. Ouais. Moi, je veux juste que les gens se marrent et justement qu'ils oublient. Et vous dites, je ne suis pas polémiste, et pourtant, je me souviens avoir vu passer un article où on mettait 3 artistes en avant qui ont la dent dure. Et vous faisiez partie de ces 3-là en Oui, disant, oh, il a la dent dure, Olivier de Benoît. C'est Sylvain Merle du Parisien qui il m'avait mis avec Gaspard Proust. Gaspard Proust et Fred Testo. Et Fred Testo, voilà. Ouais. Alors oui, non mais bon, c'était dans le rayon humour, donc c'était une phrase. Vous n'avez pas du tout le même humour que Gaspard non, parce Proust. que Gaspard Proust, il est grinçant. Oui, mais lui ne fait pas du tout d'ailleurs non plus de. Il fait pas du tout non plus de. Il n'y a pas du tout de leçon non plus. Lui, il est juste insolent et extrêmement brillant. J'ai pas vu le spectacle de Fred Testo et je pense que ça doit être aussi. Mais la dent dure, moi, c'est la dent dure contre ma femme et ma belle-mère, je pense. Et voilà, mais c'est vrai que non, mais on fait rire. Il faut qu'on aille assez loin pour faire rire. Je fais une aparté juste sur la belle-mère. Allez rechercher sur internet le sketch sur l'enterrement de la belle-mère. Vous avez 12 minutes de rire non-stop. Oui, ce sketch il marche très bien. Il est culte. C'est vraiment un sketch culte. La phrase que je préfère dans ce sketch, c'est quand je dis quand ma belle-mère, c'est l'enterrement, et je dis voilà dans le cortège qui suivait le cercueil, on m'a demandé d'arrêter de klaxonner. C'est vrai que c'est cette phrase-là, quand sur scène, il y a un niveau de rire. Puis il valait mieux arrêter de klaxonner, parce qu'en plus, on n'entendait pas votre radio. Voilà, on n'entendait pas la radio, c'est bien, vous pourrez le jouer. C'est vrai que, oui, mais non, ça c'est un sketch d'ailleurs, c'est le sketch que je fais à la fin du spectacle, le dernier. C'est un peu le tube que j'ai, c'est-à-dire que ça c'est une chance incroyable, c'est qu'il y a des humoristes qui ont des tubes et d'autres qui n'en ont pas. Et moi, j'ai la chance d'en avoir un vraiment. Celui-là où vraiment il est devenu, il surclasse les autres et donc mis à la fin. Après, les gens ne demandent plus rien. En fait, les gens, beaucoup la connaissent déjà et c'est un peu, voilà, j'ai beaucoup de chance d'en avoir un. Ouais. Je vous ai demandé de venir aussi avec un objet, Olivier de Benoît. Est-ce que vous avez pensé à venir Oui, je suis venu avec un objet. Je suis venu avec, alors ça va vous faire marrer, mais je suis venu avec l'alliance de ma femme. Alors, c'est parce que elle vous l'a rendu. Vous m'étonnez en même temps au bout de toutes ces années. Mais elle est là, vous voyez. Donnez-moi le portefeuille, moi je vais gérer. Non, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, en fait, je suis complètement fétichiste et je peux pas jouer si j'ai pas ça dans la poche. Mais attendez, excusez-moi, l'alliance de votre femme, elle n'est pas censée être à son doigt? Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est comme moi j'ai paumé la mienne. Du coup, vous avez paumé votre alliance? J'ai paumé mon alliance. Oui, j'ai paumé mon alliance et j'en ai pris une large exprès. Et je déconne. Non, mais j'ai perdu mon alliance. Non, mais moi, je le crois en plus. Non, mais j'ai perdu mon alliance parce que je l'enlevais. Je l'enlevais quand je jouais parce que j'étais un autre. Pour être dans un autre personnage. Ouais, mais ça, je comprends. Et donc, à force d'enlever pour jouer, je l'ai perdu. Et donc, j'ai récupéré celle de ma femme. Et donc, et comme je suis absolument fétichiste, je peux pas jouer. Et alors, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, puisque quand j'ai vu le film d'Edith Piaf, formidable, avec Marion Cotillard, eh bien, elle raconte que quand elle joue, il y a un épisode exceptionnel où elle revient à jouer à l'Olympia et elle ne peut pas jouer parce qu'elle n'a pas son collier. Ah oui. Et donc, le concert prend 1 heure de retard. Il faut qu'on ait cherché son collier si on ne peut pas jouer. Et c'est un peu, alors c'est tout pour se regarder, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est des objets, cette alliance m'accompagne depuis mes premières représentations, quasiment. Et donc, quand je l'ai sur moi, je me sens totalement protégé. Par votre femme alors? Non, pas du tout. Non, ce serait trop beau. Pas par ma femme. Non, ce serait lui faire grand cas. Non, c'est comme ça me protégeait de tout Mais en fait, on est hyper fétichiste quand on fait. Souvent les gens de scène. Hein. Parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens vont se marrer et pourquoi ils vont se marrer le lendemain. Si ça a marché ou pas, on ne sait pas si ça a marché ou pas. Je veux dire, c'est une voiture, voilà, vous la démarrez tous les matins, vous ne demandez pas si elle va rouler. Mais là, humoriste, donc on a besoin d'avoir des porte-bonheur. On joue souvent avec le même costume, les mêmes chaussures. On a des rituels. Je prends une bière 1 heure avant, etc. On est tous pareils. On a une espèce de. C'est très codé, ouais. Ah ouais, on a une espèce de. Mais tout en n'étant pas dupe. Ah si. On a beau être dupe, on se regarde le faire. Voilà, vous regardez le faire, c'est ce que je voulais dire. Je ne parlerai pas comme ça avec autant de distance, mais si je n'ai pas cette alliance, je suis capable de faire 500 bandes pour aller la chercher, vraiment. Pour aller la chercher avant de jouer, parce que une fois qu'elle est dans ma poche, tout roule. C'est une pression que vous vous mettez vous-même, finalement, par rapport à un objet, c'est une sorte de dérivatif. Mais je pense que vous interrogez tous les humoristes, ils ont Là, il faut tous un psy de 2e année, cette fois-ci, je pense, Olivier Benoît.
Ouais, non, mais je Certainement. pense que vous interrogez tous les humoristes, je pense qu'ils ont tous ça. Et est-ce que par hasard, vous avez pensé à emmener le bulletin scolaire de quand vous étiez petit? Vous Alors, l'avez non, ou pas? j'ai pas le bulletin scolaire parce que je préfère laisser la surprise parce que c'est un des hits du Ah, spectacle. d'accord. C'est vrai que alors, je raconte quand même qu'effectivement, je reçois le bulletin scolaire je redécouvre le bulletin scolaire que j'ai. Et la première mention, c'est biologie, 20 sur 20, élève brillant. Alors, je souris en me disant au public, vous voyez, et puis à la fin, c'est marqué, vous voyez, Olivier, moi aussi, je peux écrire n'importe quoi. Et donc, c'est vrai que. Et donc, il y a tout un. Le bulletin scolaire, c'est une Madeleine. De 0 à 15 ans, j'ai retrouvé du Tang, un Raider, un magnétophone avec une cassette qu'il faut Mais c'est rembobiner. un spectacle qui était à cette partie du spectacle. Enfin, on a exactement le même âge. Donc, quand vous êtes parti sur cette histoire de Tang et de Raider, donc tout d'un coup, toutes les marques, Oui. tous ces objets qu'on peut aujourd'hui retrouver dans des musées, il faut quand Oui, même oui. le savoir. Et Des Minitel, oui, des et trucs maintenant, comme ça. depuis votre venue, j'ai un téléphone maintenant à cadran avec le petit truc derrière. Et Oui, c'est vrai que le je joue. petit machin Voilà, là, et qu'on donc met sur j'explique que, comme il y a des jeunes dans la salle, j'explique le principe, c'est que avec le téléphone, on appelle Michel appelle Patrick en demandant à Patrick qu'est-ce que tu penses de Bernard. L'autre pourrit Bernard, et il y a Bernard qui est au bout et qui écoute. Donc je dis que c'est l'ancêtre de la NSA. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça. Mais il y a un petit côté Madeleine, effectivement, de Proust qui est, Oui, alors après qui c'est a- vachement compliqué de trouver les objets qui soient pas trop sectorisants, je veux dire, segmentants. C'est-à-dire qu'il faut que de 7 à 70 ans, 7 ans, on comprenne. Donc là, les objets que j'ai choisis sont... Quelqu'un qui a 10 ans se marre en voyant. Je me suis posé la question, moi aussi, à quel moment une plaisanterie est une plaisanterie, à quel moment ça devient une insulte. Et en fait, c'est Coluche qui m'a donné la réponse. Ah, c'est joli ça. Tout simplement, vous allez voir, c'est très bien dit en quelques mots. Hein. Alors, il manque une partie de la phrase. Quand c'est drôle, tant que c'est drôle, c'est des plaisanteries. Dès que c'est pas drôle, c'est une insulte. Ah, c'est Et formidable. finalement, c'est le rire qui va décider pour vous, si c'est une plaisanterie ou si vous êtes en train d'insulter quelqu'un. Oui, oui. Moi, j'aurais tendance à dire que, par exemple, dans le spectacle que je fais quelques vannes sur les poétiques, etc. Mais je crois que... Ah, la vanne, on va pas vous la faire, mais la vanne sur François Hollande est à mourir de rire. Mais c'est vrai que je pense que François Hollande pourrait venir voir le spectacle, Nicolas rirait Sarkozy, lui-même. il rirait. Donc je Oui. pense que C'est là moi, la limite. la limite, c'est qu'ils peuvent être là, oui. D'accord. La limite. Après, moi, la limite, moi, c'est ce que je dis maintenant, c'est parce que tous les humoristes sont censés avoir un avis sur le fameux peut-on rire de tout engendré par des proches. Oui, je dirais, des proches, oui. je dirais, est-ce qu'on est, et moi, je retournerai à la phrase, est-ce qu'on est obligé de rire de tout? Oui. Parce que oui, il faut rire de tout. Ça, je suis le premier militant, comme tous ceux qui ont défilé dans la rue, ils étaient des millions. Mais est-ce qu'on est obligé? Voilà. Ça, c'est une vraie question. C'est une autre question. Vous savez, je suis partie sur Nietzsche au début, et en fouillant un petit peu ce que cet homme-là avait pu dire, il a carrément écrit « J'ai canonisé le rire ». Canonisé, ça nous parle ici. « Homme supérieur, apprenez donc à rire ». C'est Nietzsche qui dit ça? Ouais. J'ai canonisé le rire. Ouais, et le rire, il dit, c'est quoi rire? C'est se réjouir de l'existence. Voilà. Non, mais c'est vrai que le rire, c'est pour ça que c'est difficile de faire rire malgré tout. C'est que Vous trouvez? Ouais. oui, parce qu'en fait, parce que c'est de l'impudeur. C'est-à-dire que je pense que c'est d'ailleurs quand on est dans un cours de théâtre, le rire et les pleurs c'est le même fonctionnement. On t'entend. On rit et on pleure, c'est les mêmes. Les mêmes ressorts? C'est-à-dire Est-ce qu'il y a plus enfoui en nous, vous voulez dire? Non, mais je veux pas là, c'est que c'est pour ça que parfois les gens se retiennent de rire ou se Oui. cachent pour rire. Oui, D'ailleurs, il y c'est a vrai. des salles où tu entends le rire ne part pas. Les gens ont adoré à la fin, ils ne sont pas marrés parce qu'ils avaient peur de rire. Parce que ces éclats de rire général et généraux, c'est comme dans un dîner. Vous avez des dîners qui ne marchent pas. Les gens, finalement, ne sont pas marrés. Puis vous avez un autre dîner. Vous amenez souvent parfois une personne qui rit beaucoup parce que elle lance le rire, etc. Et nous, Et puis comme dans c'est une un salle, langage universel. voilà. Et quand dans notre salle on a quelqu'un qui a un gros rire, on sait que elle va détendre Ouais. tout le monde et que les gens vont se mettre à rire extrêmement facilement. Non, mais Elle va canaliser c'est finalement. impudique de rire. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plus facile de faire rire une grosse salle que de faire rire très peu de personnes parce que ils se regardent. Est-ce que j'ai le droit de rire? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que machin truc? Quand vous avez une salle de 1000 personnes, là, les gens le rire et les gens se sentent beaucoup plus anonymes. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rire? Mes enfants. Oui. Ouais, je crois que mes enfants me font rire. Ouais. Ils font rire parce que j'adore les enfants. Le rire d'enfant?
Les rires d'enfants, j'adore parce qu'ils sont très très durs pour faire rire. C'est le public le plus dur, hein, les enfants. Et ce qui me fait beaucoup rire quand les enfants, quand ils me font rire, c'est parce que ils ont un ressort comique qui est le plus simple à avoir. C'est on rigole parce qu'on voit pas venir la chute. Et les enfants, comme ils nous emmènent dans des endroits où on ne serait jamais allé. J'ai encore là récemment mon fils qui a 6 ans me dit je l'emmène pour prendre une glace, il dit qu'il veut quel parfum, et il voulait parfum cake savane. Cake savane. Oui, parce que je sais pas pourquoi, quand on leur fait manger et ça m'a fait marrer. C'est un truc que je n'aurais jamais pu. J'aurais jamais pu y penser. Donc voilà, c'est un rire de surprise. Ah oui, c'est ça. Je crois que Danny Boone en parle dans son nouveau spectacle. Ah on bon parlait déjà, oui, de ces enfants qui le surprennent aussi. C'est vrai il y a une vraie. Les enfants, pour ça, c'est illimité. En Oui, termes non, de- mais ils sont très surprenants. Je me permets de dire, moi, un de mes fils, il y a longtemps, qui m'a dit, qui dit à son jumeau, qu'est-ce que c'est que des remords? Et l'autre lui a répondu, c'est ce qu'on traîne longtemps derrière un tracteur. Je dis, mais on est en pleine philosophie, là. Ils sont impressionnants, ces enfants-là. Non, mais Ah, j'ai réussi à faire rire un humoriste. Mais non, mais voilà. Donc non. Puis après, ce qui me fait rire, c'est après, on est déformés, nous les humoristes. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a deux humoristes qui se rencontrent, Oui. ils disent pas, ils rigolent pas, ils disent là t'as un rire. Un peu comme c'est vrai on devient, c'est comme deux cordonniers qui se rencontrent, ils parlent de chaussures. Ben, quand deux humoristes se voient, ils rigolent, mais ils disent souvent là t'as un rire. En tout cas, moi je le fais tellement Ah, je suis c'est malade. drôle. Vous êtes tout de suite en mode spectacle. Ouais, dis Garde-la, là, celle-là. comme ça, voilà. Garde-la, C'est là, mais celle-là. moi, je la ferais comme D'accord. ça, alors qu'on est juste en train de parler de la météo. Donc c'est marrant. Il faudrait les humoristes. C'est drôle, c'est drôle. Alors, écoutez, en tout cas, l'émission se termine, Olivier. Il nous D'accord, reste une minute. Moi, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de vous déplacer Ah non, mais pour venir ici. sur j'étais ce ravi. Studio de VIP. J'allais vous souhaiter un excellent spectacle au Café de la Gare, mais vu que c'est plein tous les soirs, Ouais. Non. j'ai juste envie de dire, dépêchez-vous de prendre des places. Vous jouez donc jusqu'au 31 décembre au Café de la Gare à Paris. Voilà. Mais après, il y a toute la tournée. Combien de dates vous m'avez dit? Moi, je pense que 80 dates. je pense que Waouh. j'en ferai 140 en 2000. Waouh, 140 en 2000. Ouais. En province, ouais. Et j'adore en fait. Ouais. J'adore parce que c'est vraiment une tournée, c'est une ville différente, c'est un public différent et j'adore. Les gens sont très détendus en province. Ils se marrent, ils vont au spectacle. C'est une vraie fête et c'est un vrai événement. Et donc voilà, voilà, c'est un vrai plaisir. Vraiment, quand on part en tournée, il y a peu d'humoristes pour qui c'est la galère. En général, la tournée. Et puis voilà, tant que je suis en tournée, je suis pas avec ma femme. C'est vrai que ça aide. Fallait bien qu'on termine là-dessus quand même. On pense très fort à vous, madame. Vraiment très très fort. Et à votre maman aussi. Merci infiniment, Olivier de Benoît. Donc au Café de la Gare, 040 jusqu'au 31 décembre 2016 et après 140 dates dans toute la France en 2017. Allez voir les artistes sur scène. Merci beaucoup, à très bientôt.